était très attendu. Après plus d'un an d'intenses négociations, le décret sur le déploiement de l'agrivoltaïsme a donné le feu vert aux développeurs de projets solaires dans les champs. Alors que les énergéticiens voient dans les terres agricoles un puissant levier pour atteindre les objectifs très ambitieux de gouvernement, je vous rappelle, on parle de 100 gigawatts à l'horizon 2050, la perspective d'un déploiement massif de ce mode de production d'énergie inquiète une partie du monde agricole. Alors justement, comment faire cohabiter production agricole et production de mégawatts? Le nouveau texte apporte-t-il suffisamment de clarification et de garde-fous, ou va-t-il au contraire créer une usine à gaz? Les craintes sur une flambée des loyers ou sur le risque d'une perte de souveraineté alimentaire sont-elles réellement justifiées? Quid des mécanismes de contrôle et de sanctions, ou encore de l'épineuse question du partage de la valeur dont les travaux parlementaires ont été stoppés net par la dissolution de l'Assemblée nationale? Pour tenter de répondre à ces nombreuses questions, j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités. Audrey Juillac, vous êtes agricultrice et présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, la FFPA. Bonjour. Lucas Robin-Chevalier, vous êtes responsable des relations institutionnelles d'EDF Renouvelables. Christian Kokosinski, vous êtes responsable du financement des projets énergie à la Banque des Territoires. Et enfin, maître Raphaël Romy, qui est à distance avec nous. Vous êtes avocat au sein, on ne le voit pas sur le grand écran, mais vous êtes avocat au sein du cabinet DS Avocats et spécialiste du droit de l'environnement et de l'énergie. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va se pencher très rapidement sur ce fameux décret, mais Audrey Juillac, je voudrais tout d'abord que vous nous présentiez un petit peu votre projet. Vous êtes porteuse d'un projet d'agrivoltaïsme. Est-ce que pour plan des décors, vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et surtout qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Bonjour, alors merci pour l'invitation pour commencer. Alors effectivement, je suis présidente de la FFPA, mais je suis avant tout agricultrice et porteuse de projet. Chez moi, c'est donc 2,5 hectares de plantes médicinales qui sont concernées donc par des panneaux qui ne sont pas dans mon champ aujourd'hui puisqu'on vient de finir la phase d'instruction et maintenant il y a toute une phase de raccordement qui va rentrer en ligne de compte. Qu'est-ce qui m'a intéressée dans cette idée? Alors l'agrivoltaïsme, c'est répond très souvent à des problèmes pédoclimatiques et chez moi, j'ai des couloirs de gel qui sont très très forts. Je suis dans le Lot-et-Garonne, pas très loin. Donc j'ai des gelées qui sont très tardives et très précoces aussi. Il y a 3 ans de ça, j'ai eu une semaine entière à moins 12 autour des Saints de Glace, donc au 10 mai. Donc autant vous dire que tous les semis ont grillé. Hein. Je fais du maraîchage actuellement. Et donc les panneaux peuvent aider déjà sur ces périodes-là. Et ensuite, deuxième spécificité, chez moi c'est du sable noir. Donc imaginez la réverbération du soleil, c'est une catastrophe. Le sol est très très chaud, donc les plantes souffrent beaucoup de cette chaleur-là. À partir de 34-35 degrés, les plantes se mettent en sécurité. En fait, elles ne produisent plus, elles ne font que transpirer, donc elles utilisent de l'eau et elles ne produisent plus de légumes en fait. Et avec ces panneaux, on peut maximiser l'ombrage pour justement limiter ces effets de brûlure sur les fruits et les légumes et également l'évapotranspiration. Donc pour moi, ça avait ce double avantage. Et puis, je suis aussi en phase d'installation et je pense qu'on va en parler relativement longuement quand même. La question de l'argent est importante dans ces phases-là. Hein. C'est des phases très critiques pour les agriculteurs et agricultrices qui s'installent. Donc ça me donne une capacité d'investissement qui est supérieure, qui va me permettre de me développer plus rapidement et éventuellement même d'embaucher un salarié, puisqu'aujourd'hui je suis toute seule sur l'exploitation. Merci pour la petite présentation. Si on revient sur le décret, si on peut retenir 2 grands chiffres, c'est les 40% du taux de couverture maximum, bien qu'il y ait des spécificités selon les technologies, on abordera ça peut-être plus tard là, dans la table ronde, et une baisse maximum de 10% du rendement agricole comparé à une zone témoin. Est-ce que vous en êtes satisfaite au sein de la fédération ? Alors déjà, on est satisfait qu'ils soient sortis, parce qu'il faut refaire un petit peu l'historique. La loi APER est sortie donc en octobre 2023 et elle sanctuarisait le revenu durable étant issu d'une production agricole significative. Ça, c'était très important. Et il nous manquait un décret un petit peu technique pour comprendre comment on faisait concrètement dans les champs, le taux de couverture, vous l'évoquiez, la perte de rendement, etc. Donc ce décret a fini par sortir. Il était en vigueur depuis le 9 mai.
Le 9 avril. 9 Ah avril. non, il est en vigueur depuis le 9 mai. Oui, il est sorti le 9 avril, voilà, en vigueur depuis le 9 mai. Donc on est satisfait qu'il soit sorti. Globalement, on est satisfait de ce qu'il précise. Il y a cette perte de rendement qui est intéressante puisqu'on n'autorise pas de perte de place, mais on autorise une perte de rendement. Donc ça peut être un peu compliqué, un peu technique sur le terrain. Donc ça, c'est des choses qu'on discute puisqu'on est en discussion permanente avec les ministères qui travaillent sur ces textes et aussi la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à préciser, notamment sur les contrôles et les suivis, on y reviendra. Mais globalement, on est assez satisfait. Merci Lucas Robin-Chevalier. En quoi les terres agricoles sont indispensables pour un développeur comme EDF Renouvelable? Et puis après, j'aimerais bien effectivement que vous nous donniez votre avis sur ce décret, s'il apporte une réelle clarification ou plutôt une logique d'usine à gaz comme certains acteurs le critiquent. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors, c'est clair que les terres agricoles sont aujourd'hui un vecteur pour le développement du solaire à travers l'agrivoltaïsme, mais il faut quand même ne pas oublier que jusqu'à présent, c'était plutôt sur d'autres typologies qu'on allait, notamment des terrains dégradés, des friches industrielles, des délaissés. Alors, en tout cas, des terrains qui, naturellement, entre guillemets, dans l'imaginaire collectif, étaient peut-être plus propices, entre guillemets, à un développement du solaire. Le problème, c'est que ce vivier se tarit clairement et qu'aujourd'hui, ça a mené à un ralentissement, en tout cas sur le segment du développement du solaire au sol, un ralentissement relativement net. Donc, il fallait sortir de cette logique de raréfaction du foncier qui allait mener aussi à un mouvement de spéculation foncière assez fort et qui pouvait mettre à mal une partie du développement du solaire. Donc, il fallait un peu ouvrir les chakras. Et en même temps, il y a, côté monde agricole, des besoins, clairement, qui sont ressentis. Et il ne faut pas oublier que l'agrivoltaïsme, même s'il y a un certain nombre de pionniers, et EDF Renouvelable travaille depuis un grand moment sur de la R&D pour répondre à des besoins de l'agriculture, il ne faut pas oublier que le concept d'agrivoltaïsme émane aussi du Sénat, j'irai encore un peu plus loin, et donc des territoires qui ont montré qu'il fallait aussi pouvoir répondre à cette transition agricole en apportant un certain nombre d'outils dont fait partie l'agrivoltaïsme. Donc, on est, côté EDF Renouvelable, assez satisfait, je dirais, que cet exercice aboutisse. C'est quand même 2 ans et demi de travail, beaucoup de concertation avec les organisations syndicales agricoles, les collectivités, l'État. Je trouve que ça a été nécessaire, pour le coup, même si l'atterrissage peut être effectivement difficile pour certains à appréhender, mais j'ai envie de dire, on en a vu d'autres. On en a vu d'autres. C'est pas trop contraignant. On a vu qu'il va y avoir des procédures alourdies, des contraintes, on l'a évoqué pendant nos échanges préparatoires, qui sont parmi les plus exigeantes en termes de perte de rendement par rapport à d'autres pays en Europe, ou en Allemagne ou en Italie, ça peut être 30%, ici c'est 10%. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au final, ça ralentisse le déploiement de cette filière naissante? Est-ce que vous avez estimé les temps de développement de projet et quel impact ça pourrait avoir? Alors, clairement, on entre dans une nouvelle ère. Jusqu'à présent, quand on faisait du solaire au sol, quelle que soit finalement la typologie de terrain sur laquelle on s'implantait, on avait des obligations de suivi environnemental. Mais là, désormais, on est dans une logique d'obligation de résultats agricoles. Donc c'est vraiment, on est dans une centrale qui va vivre, qui va vraiment vivre. Et donc, d'une certaine manière, oui, ça va être plus contraignant. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que l'agriculture aujourd'hui est un sujet hautement sensible. Le concept qui a fait le plus son chemin ces derniers mois, c'est celui de souveraineté alimentaire. Et donc, il faut pouvoir aussi répondre à cet enjeu sociétal qui a des relais politiques. Et on l'a vu notamment dans les mouvements agricoles du début d'année. Donc, certes, c'est un cadre qui est plus compliqué, mais on est EDF Renouvelable, au même titre que d'autres énergéticiens, est clairement un gestionnaire d'infrastructures. On construit dans la durée, de manière sur plusieurs décennies. Donc, avoir des exigences supplémentaires en amont ne nous paraît pas insurmontable. Alors après,
Oui, c'est sûr que le cadre français est plus contraignant que ce qui peut y arriver, ce qui peut y avoir dans d'autres pays. Vous avez cité l'Allemagne, on voit les États-Unis, l'Italie, le Japon, ou même, par exemple, les Pays-Bas, qui sont beaucoup plus petits, qui ont une gestion de l'espace un peu différente de chez nous. Clairement, oui, on aurait aimé quelque chose peut-être d'un petit peu plus adapté sur certains points, mais l'image globale, enfin, le résultat global, il est quand même globalement satisfaisant. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit état des lieux de vos projets actuels dans l'agrivoltaïsme? Ça représente quelle capacité en développement et quel projet compatible avec le décret verra le jour en premier et d'ici quelle échéance? Aujourd'hui, on n'a aucun projet de décret compatible. Hein, et si un acteur vous dit qu'il a un projet, enfin, je veux dire, un parc autorisé et en exploitation qui est décret compatible, bon, c'est impossible. Le cadre est en vigueur depuis 1 mois et demi. Ceci étant dit, on a un certain nombre de projets qui avaient été développés avant. On n'a pas attendu l'agrivoltaïsme, le décret agrivoltaïque, pour développer de l'agrivoltaïsme. Donc, on a un certain nombre de projets qui se rapprochent de cela. Mais on a aussi des projets qui viennent d'être déposés là, depuis le 9 mai. Et donc, du coup, on a anticipé cette nouvelle réglementation. Donc, d'une certaine manière, on est prêt. Donc, les premiers projets de décret compatibles seront d'ici 3 ans. C'est à peu près le temps du développement du solaire au sol. En tout cas, on espère que ce sera le cas. Aujourd'hui, ça représente, disons, une vingtaine de pourcents de notre portefeuille. C'est probablement en croissance au vu de la régulation qu'il y a désormais sur le solaire au sol et que Paul Elfassi vous a représenté juste après, issu de la loi APER, qui n'est pas forcément la loi qui a été la plus... Enfin, sur le solaire a été la plus en soutien, on va dire. Mais en tout cas, sur l'agrivoltaïsme, cette partie-là est intéressante. On développe des projets sur différents types de culture et d'élevage. Alors donc, clairement, on ne va pas se leurrer, il y a des technologies qui sont déjà éprouvées sans pour autant attendre cet arrêté sur les technologies éprouvées. Donc, clairement, il y a un consensus sur l'élevage ovin, bovin, où les modèles, les technologies seront plus faciles à déployer. Oui, parce qu'on a un retour d'expérience. On a installé des centrales solaires sur des terres où il y a de la végétation. Donc on voit l'impact sur la biomasse. Et quand vous faites une grande partie de votre tonte, de votre entretien avec des moutons, alors on ne peut pas appeler ça de l'agrivoltaïsme puisque ça n'a pas été pensé comme un projet agricole. Donc ce n'en est pas. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour autant, on est capable de suivre l'impact et donc on voit qu'on peut avoir jusqu'à 40% de biomasse fourragère en supplémentaire. Donc oui, on est assez confiant sur le fait qu'à court terme, il y aura plutôt de l'élevage. À moyen terme, sur d'autres types de cultures, de l'arboriculture, des légumineuses. Et pour ça, on a besoin de retours d'expérience. Et donc, on a mis en place des démonstrateurs depuis plusieurs années pour avoir de la donnée. Merci. Alors, je me tourne vers l'écran. Je ne sais pas si on peut afficher l'écran pour... Voilà, merci. Donc, nous sommes à distance avec Maître Raphaël Romy. Vous avez déposé pour la région Normandie un recours contre ce décret devant le Conseil d'État. Hervé Morin, le président de la région Normandie, a évoqué notamment cette approche, et critiqué une approche jacobine qui ne tient pas en compte les spécificités du territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça pose problème? Pourquoi, par exemple, l'agri-PV ne peut pas se déployer de la même manière en Normandie qu'en région Occitanie, par exemple? Parce que les territoires ruraux sont fondamentalement différents. Alors, il y a une réalité géographique et climatique, une réalité agricole, et il faut en tenir compte. Entendons-nous bien, la région Normandie, comme d'ailleurs les départements qui se sont joints, qui sont les départements de la Corrèze et de la Vendée, ne sont pas du tout opposés à l'agrophotovoltaïsme. Il est nécessaire de le développer. Simplement, il y a des régions dans lesquelles un certain nombre d'espaces non agricoles peuvent suffire largement. Ils sont pour l'instant pas assez exploités par l'énergie pour faire de l'énergie photovoltaïque. Et il y a une incongruité, c'est que dicté de Paris, les comportements standardisés viseront indifféremment des régions comme l'Occitanie et des régions comme la Normandie qui ont des modes d'exploitation économique de l'agriculture complètement différents.
Le reproche fait à cette approche très jacobine par le président de la région Normandie, M. Morin, est un reproche qui est un reproche aussi de principe. On ne peut pas juridiquement demander aux régions d'être tête de file en leur demandant de localiser les activités agricoles, le maintien des espaces naturels à protéger, les activités industrielles par le biais d'un instrument qui est un instrument de référence, le schéma régional d'aménagement et de développement durable des territoires, et ôter aux régions toute faculté de contribuer à l'adaptation au réel, au territoire, d'abord des zones d'accélération des énergies renouvelables et ensuite maintenant de l'agri-photovoltaïsme. Soit nous sommes dans un pays jacobin où tout le monde s'aligne et tant pis pour les différences territoriales qui existent, on fait comme si elles n'existaient pas et puis tout sera dans le meilleur des mondes, soit on regarde la vérité des territoires. La Normandie est une région dans laquelle il existe des espaces pour produire de l'énergie photovoltaïque, sans sacrifier une agriculture de proximité qui, avec le changement climatique, connaît un certain nombre de développements qui ne vont pas dans le sens que d'autres régions Parce que, connaissent. pardon, les craintes principales autour de ce décret et ses impacts en région Normandie, si on résume, c'est aussi une crainte pour la filière laitière, si je comprends bien, une crainte de favoriser une agriculture industrielle. Concrètement, pourquoi ces craintes-là sont-elles présentes sur la région normande ? Très simplement parce que la région Normandie a misé sur un autre type de développement agricole, qui est un développement plus territorialisé, plus humain. Nous avons peur de la spéculation, ça c'est très clair. Mais encore une fois, vous savez, si jamais on avait donné la main aux régions, il aurait été tout à fait possible que les résultats attendus par l'État soient atteints. Il l'aurait peut-être été dans d'autres conditions d'acceptabilité qu'aujourd'hui. C'est une question aussi, c'est avant tout une question de principe. Soit nous sommes dans un État vraiment centralisé et vraiment jacobin, soit on reconnaît aux régions la capacité d'exercer les compétences qui leur sont reconnues par les textes. Et si on vient sur... Pardon. Ensuite, évidemment, il reste que le modèle agricole de la Normandie n'est pas le modèle agricole de l'Occitanie, par exemple. J'ai rien contre l'Occitanie, je suis toulousain. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez finalement de ce recours et quel est le calendrier là? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de visibilité? Le calendrier est ce qu'il est pour ce genre de recours. Nous n'espérons pas une décision avant 18 mois ou 2 ans. C'est surtout une façon d'exprimer solennellement notre opposition à une approche jacobine de l'occupation des territoires. Faire accepter l'agri-photovoltaïsme, faire accepter le développement des énergies renouvelables, ça signifie respecter les territoires. Nous estimons que ce décret n'est pas une manifestation de respect suffisant des territoires. Merci pour cette intervention. Alors Christian Kokosinski, vous avez la casquette de financier à la Banque des Territoires et vous attendez à une complexification des procédures et donc à un degré d'incertitude plus important qui pourra se refléter finalement dans les montages financiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Alors effectivement, le photovoltaïque s'est développé sur un modèle prioritairement de production d'énergie et de revente. Aujourd'hui, et c'est louable d'avoir sorti ce décret-là parce qu'on a vraiment le PV qui devient au service du monde agricole. Donc on a une inversion, on va dire, de la tendance et avec un modèle économique qui risque d'évoluer effectivement, qui risque de se dégrader en termes de prix de revient du mégawattheure. Classiquement, les anciens parcs PV au sol qui ont été développés, financés depuis 15 ans, étaient financés avec un peu de capital, des fonds propres, 15 à 20%, et puis on levait 80% de dettes bancaires dites seniors, sans recours généralement sur les actionnaires, parce que garantis par un revenu qui était la vente d'électricité. Via le décret agrivoltaïque, on rajoute une nouvelle composante, c'est l'activité agricole. Pour être au service du monde agricole, il faut qu'effectivement cette activité soit suivie, tracée, encadrée par les chambres d'agriculture, validée par la CDPENAF. Donc tout ça, c'est des étapes complémentaires. CDPENAF, peut-être qu'on peut redire l'acronyme, peut-être que tout le monde n'est peut-être pas à leur commission. Allez-y.
départementale. Et là, c'est la colle. Commission départementale. Non, je ne l'ai plus. De l'agriculture et de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Et forestiers, voilà. Et donc cette CDPENAF va instruire, valider, prévalider les futurs projets un par un. Donc ça va rajouter de la complexité, ça va rajouter, je pense, quand même de la lourdeur dans le développement et donc des coûts de revient complémentaires. Les chambres d'agriculture vont devoir établir chacune leur feuille de route départementale avec des chambres d'agriculture qui sont dynamiques, motrices sur le développement de la filière, d'autres qui le seront peut-être un peu moins. Comme en Lot-et-Garonne, je crois, et en Moselle, c'est ça. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est en première approche, c'est une approche jacobine, mais qui va être déclinée département par département quand même. Donc il y a quand même une approche territoriale, pragmatique, on l'espère, enfin on l'attend, qui sera mise en œuvre. Donc on rajoute une composante complémentaire qui est l'activité agricole. Et c'est très bien que le PV devienne un service avant tout au monde agricole et pas comme ça a été un petit peu l'inverse par le passé. C'est-à-dire que quand on développait de l'élevage ovin sur une centrale photovoltaïque au sol, c'était pour faire un peu d'économie sur le fauchage, sur les OPEX et valider un peu le modèle. C'était pas un service agricole avant tout, c'était quelque part un plus sur les coûts de revient de maintenance, si je la fais un peu courte. Donc demain, ça ne va pas être ça. Donc il y a une contrepartie, l'activité agricole. Que dit le décret? Si l'activité agricole disparaît, vous avez 8 à 9 mois pour retrouver un exploitant. Ou alors, vous perdez, on imagine, le tarif, l'autorisation. Et donc tout ça, ça va avoir un impact parce qu'on rajoute du risque complémentaire. Le risque complémentaire pour un financier, un investisseur, et ce n'est pas que la Caisse des dépôts, ça sous-entend un taux de rentabilité interne, un couple risque-rentabilité. Plus on a de risques, plus on attend un niveau de rentabilité qui couvre ce risque. Et donc, comme on rajoute un risque, effectivement, il y a une forte probabilité que les investisseurs boostent un peu leurs attentes de TRI, que les banquiers prêteurs qui assurent quand même l'essentiel du financement bancaire et des exigences complémentaires en termes de garantie des actionnaires, ce que tout le monde ne sait pas faire, ce que nous ne savons pas faire en tant que Caisse des dépôts. Étant établissement public, on n'apporte pas de garantie sur un financement bancaire. Il y a une forte probabilité que demain, ça arrive, qu'on attende des garanties des futurs actionnaires. Et puis la quotité de fonds propres, effectivement, plus le banquier prêteur voit un risque élevé sur un projet, plus il attend une quotité de fonds propres conséquente. Dit autrement, l'ancien modèle où on disait 15-20% de fonds propres, 80% de dette bancaire, j'attends de voir, comme Saint-Thomas, mais je pense que la quotité de fonds propres va augmenter, les TRI vont augmenter, et donc les coûts d'IMW, in fine, augmentera également, évidemment. Alors, certes, sur les grands élevages, ce n'est pas le cas parce qu'on a des modèles finalement qui font que l'effet d'échelle permet d'optimiser quand même les coûts de revient du mégawattheure. Quand on commence à jouer avec du maraîchage, avec des serres agrivoltaïques, avec de la viticulture, etc., je doute qu'on sorte un mégawattheure à moins de 115-120 euros du mégawattheure. Si ça passe en appel d'offres creux, on rajoute aussi la surenchère sur les loyers, parce qu'en ce moment, c'est la course à l'échalote au loyer. On va effectivement évoquer tout ça. Tout ça va impacter le modèle économique et il a une vertu, c'est de planter le décor et des règles applicables à tout le monde. Mais je pense qu'effectivement, le modèle photovoltaïque qu'on a connu avec des prix de revient au sol qui ont pu descendre à des 50-60 euros le mégawattheure, c'est fini, quoi. Lucas Robin Chevalier, je voulais vous faire réagir sur ça parce que vous me disiez, en fait, si le coût de l'agrivoltaïsme devient plus élevé que celui du solaire en toiture, il n'y aura pas d'agrivoltaïsme. Alors là, on comprend qu'il y a effectivement des craintes sur une hausse des coûts. Quel est votre point de vue sur ça? Vous m'expliquez tout à l'heure, en fait, il va peut-être falloir faire à certains moments des grosses infrastructures, en tout cas plus importantes pour rentabiliser ces approches-là. Deux éléments de réponse là-dessus. Il est clair que là, on est au début de la filière. Donc, il faut appréhender le nouveau cadre. L'obligation de résultat aura forcément un impact, comme mon collègue vient de le dire. Et donc, pour contrebalancer ça, il faut deux choses. Effectivement, pouvoir avoir des projets qui soient de plus grande taille. Donc, ça ne veut pas dire que des plus petits projets ne pourront pas se faire. Et dans des latitudes, au sud de la France, il n'y aura pas de difficulté. Plus au nord, il faudra faire des plus grands projets, clairement. On parle de quoi? De quelle taille? Aujourd'hui, on considère que nous, au DF Renouvelable, on fait des projets essentiellement plus de 10 mégawatts. Voilà, donc des petits projets d'1 mégawatt vont être, à notre sens, très difficiles à financer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, il y en aura. Mais on ne peut pas tout compter uniquement là-dessus. Et est-ce qu'on va avoir des projets de 100 mégawatts? Est-ce que ça, c'est envisageable? Il peut y en avoir quelques-uns, mais il ne faut pas se leurrer. C'est des projets qui sont complexes aussi, en fait. Il y a un moment, la taille du projet
enfin, je veux dire, ce qu'on veut espérer en économie d'échelle peut être complètement contrebalancé par la complexité. Donc, on croit à des projets quand même de taille modérée, mais qui sont quand même d'une taille suffisante pour pouvoir répondre à cet enjeu de compétitivité du prix de l'énergie. Quand bien même on sait que le prix issu d'un kilowattheure agrivoltaïque, ce n'est pas que de l'énergie, c'est aussi un service à l'agriculture, il faut quand même que celui-ci reste relativement modéré dans le mix économique du solaire. Et deuxième élément, pour répondre également à une précédente... Modéré, c'est en dessous de 100 € du mégawattheure, c'est ça? C'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui. Mais il y aura une courbe d'apprentissage là, dans les prochaines années. Il faut simplement que les pouvoirs publics, certaines collectivités qui sont tout à fait conscientes aussi de ça, soient partie prenante à des projets qui soient de plus grande taille. Et le monde agricole ne nous a pas attendus. On est convaincus que les collectifs d'agriculteurs ont plus intérêt à faire aussi un projet en commun qui puisse atteindre aussi à une taille suffisante que chacun un petit projet qui peut être un petit peu plus complexe à monter. Deuxième élément par rapport au sujet du loyer. J'ai entendu qu'on parlait de spéculation foncière. C'est une vraie inquiétude, visiblement. Il est clair que à partir du moment où vous ouvrez 50% du terrain, de l'espace français, puisque c'est ça que représentent les terrains agricoles, le risque de spéculation foncière, à mon avis, s'amoindrit, parce que c'est la rareté qui crée la course à l'échalote dont vous parlez. Aujourd'hui, donc, des projets avec des loyers qui sont démesurés, ce sont simplement des projets qui ne se feront pas. On en entend pourtant visiblement dans le sud-ouest des loyers de 7 000 € l'hectare à l'année. Ça commence à émerger, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ça? Je ne sais pas, Audrey Juillac, est-ce que vous pouvez nous partager justement votre propre expérience? Quel loyer vous allez bénéficier? Est-ce que vous constatez finalement une flambée sur ces loyers-là? Alors, pas nécessairement. Bon, alors là, c'est pour le coup des gens comme EDF qui répondraient mieux à cette partie de la question, mais il faut que les projets soient rentables pour le développeur, sinon ils ne se feront pas. Donc si le loyer est trop élevé, on peut faire signer des baux, aujourd'hui ce sont des baux emphytéotiques, on peut faire signer des baux à 15 000, ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que l'agriculteur s'engage sur un projet qui ne se fera jamais parce qu'il ne sera pas finançable. Donc ça c'est un gros problème, on est très vigilant à la FFPA là-dessus, sur ces pratiques-là. Et ensuite, sur ce que ça peut rapporter à l'agriculteur, on a des fourchettes aujourd'hui, peut-être 2 000 – 3 000 € l'hectare maximum, hein, c'est vraiment très très haut, 3 000 €. Mais alors, ça compte à l'année, effectivement, ça tombe à peu près fin d'année, en principe c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a autre chose dont on ne parle pas, ce sont les externalités positives. Alors, bien sûr, il y a le service rendu à la parcelle, hein, au titre de la loi, et j'en parlais tout à l'heure, le gel, la grêle, l'ombre, etc. Mais il y a aussi tout ce qui va être financé au début du projet et qui n'arrive pas dans les caisses directement. Je vais prendre mon cas en exemple. Je vais avoir donc un loyer tous les ans. En plus, moi, je suis propriétaire et exploitante, donc je vais avoir les deux revenus pour moi. Mais également, le développeur a financé chez moi l'irrigation, puisque à cause du projet agrivoltaïque, je vais devoir modifier l'irrigation d'une partie de mon exploitation. Je ne peux pas la financer, cette nouvelle irrigation. On parle de 4 500 € à l'hectare, je ne les ai pas du tout, c'est pas possible, donc mon développeur va le financer. Il va financer également des formations, un séchoir, une pompe de relevage, une clôture aussi, puisque la pression de la faune locale va changer, hein, étant donné qu'il va y avoir des clôtures qui vont être mises autour du parc, la faune va aller ailleurs sur mon exploitation et risque de ravager mes cultures, donc il faut faire une clôture plus large autour de mon exploitation. C'est énormément d'argent. Il y a également d'ailleurs des arbres fruitiers qui vont faire tout le tour de la centrale et je vais jouir des fruits, c'est moi qui vais pouvoir les vendre. On parle de 250 arbres, donc c'est non négligeable, c'est des choses, je ne vais pas voir cet argent-là directement dans mes poches, mais sur la durée de vie de mon exploitation, ça compte. Ça va avoir vraiment un impact important. Et ça, c'est très important de le considérer parce que quand on a des projets qui sont éventuellement qui sont trop chers ou qui, avec des partages de la valeur qui sont, on y reviendra, qui sont parfois mal faits, eh bien c'est toutes ces choses-là dont je viens de vous parler qui ne pourront pas être financées. Donc on a des agriculteurs qui auront des projets où ils devront avancer de l'argent éventuellement qu'ils n'ont pas, ou alors renoncer à certains équipements. Moi, j'ai eu cette chance-là qu'on puisse financer pour moi beaucoup d'équipements. Et si le projet, si j'avais demandé un peu plus de loyer ou que la collectivité locale avait demandé un peu plus, etc., eh ben, ça aurait été
au préjudice de mon exploitation. J'aurais peut-être pas eu l'irrigation, peut-être. Oui, ça rend le projet moins pertinent et peut-être et sans doute moins viable si on atteint des loyers trop élevés. Christian Kokosinski, pardon, vous vouliez réagir. Juste compléter sur une petite histoire des loyers sur le photovoltaïque au sol, où il y a 15 ans, on sortait des loyers à 1500, 2000 euros l'hectare et on avait des tarifs à 350 euros le mégawattheure au sol. Aujourd'hui, je pense que des loyers raisonnables sur la Nouvelle-Aquitaine, compte tenu de l'ensoleillement, entre 1000 et 3000 euros hectare, je pense que c'est une bonne chose et ça permet d'arriver à la faisabilité économique, au financement du projet. Aller au-delà, c'est se faire plaisir, je pense. C'est-à-dire qu'on immobilise du foncier, on sécurise du foncier. Et donc, pour le développeur, il crée de la valeur pour son entreprise. Mais ça ne crée pas de la valeur en termes de faisabilité de projet. C'est-à-dire qu'on peut immobiliser du foncier pendant 5 ans et un projet qui ne sort jamais pour des problèmes de bancabilité, pour des problèmes de tarifs, parce qu'il va y avoir derrière le décret agrivoltaïsme des appels d'offres creux. Ça s'appelle un appel d'offres. Et un appel d'offres, il dit quoi? Il dit moi, je veux choisir le projet qui me proposera le prix du mégawattheure le plus optimisé, le plus compétitif. Et donc, on peut très bien aller en appel d'offres creux avec des loyers à 7 000 euros l'hectare ou à 3 000 euros l'hectare. Le seul sujet, c'est que le mégawattheure à la sortie ne sera pas du tout au même niveau. Et avec donc, en termes de probabilité de réussite, une faisabilité moindre. Et alors, quand on entend et quand on lit le risque de voir des agriculteurs qui deviennent des rentiers de l'énergie, est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que vous pouvez partager notre expérience? Évidemment, il y a des retombées qu'on ne peut pas chiffrer, que vous nous avez expliquées, mais par exemple, vous, le bail dont vous allez bénéficier, qu'est-ce que ça va représenter dans votre chiffre d'affaires global, par exemple? Alors c'est difficile à déterminer, mais on va pas être. Moi j'ai une petite surface qui est concernée, donc on va pas avoir un chiffre d'affaires très élevé à cause ou grâce à l'agrivoltaïsme. Ça reste de la capacité d'investissement chez moi. Mais ce dont vous parliez sur les agriculteurs rentiers, c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup au début de l'histoire de l'agrivoltaïsme, avant la loi. Aujourd'hui, étant donné la loi, ça serait très très compliqué parce qu'il faut une production agricole significative sous les panneaux et un revenu durable en étant issu. Donc il vous faut un agriculteur qui travaille sous les panneaux. Et comme vous l'évoquiez, si ce n'est pas le cas, alors on peut perdre effectivement le tarif de la creux, mais on peut aussi aller jusqu'au démantèlement. Et personne ne voudrait risquer ça, ce serait beaucoup de pertes pour tout le monde. Donc ça, aujourd'hui, ce serait très compliqué de mener ces projets-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Sur les inquiétudes quant au fait de voir des agriculteurs devenir des rentiers de l'énergie dans le cadre de cette nouvelle réglementation, ça semble peu probable. Peut-être qu'on peut redonner la parole à Maître Raphaël Romier. Est-ce que vous voulez réagir sur les inquiétudes qu'on a évoquées? Est-ce qu'elles sont partagées? Quelle pourrait être finalement la doctrine normande de l'agrivoltaïsme? On a parlé de certaines chambres d'agriculture allant dans certaines régions. Qu'est-ce qui pourrait être compatible en Normandie et acceptable en tout cas? On a, je crois, un problème de son. Je disais que ça passe. Maintenir une activité agricole quand on fait de l'agri-photovoltaïsme, c'est une exigence. C'est partagé y compris par des régions comme la région Normandie ou des départements comme la Corrèze et la Vendée, qui voudraient simplement qu'on leur laisse une marge de manœuvre plus importante. Alors, sur quel point? D'abord sur la localisation, c'est-à-dire que ces territoires entendent être gouvernés d'une telle façon qu'ils puissent sur certains territoires augmenter ou diminuer le pourcentage de la surface dévolue à l'agrophotovoltaïsme. Et par ailleurs, que cette complexité dont vous parlez puisse être compensée par un certain nombre de simplifications que les régions, dans certaines conditions, voire des départements, pourraient consentir à des agriculteurs sur certaines zones. Encore faudrait-il que on passe, j'ai entendu dire que par le fait que les chambres d'agriculture allaient intervenir, représentait une garantie. Non, les chambres d'agriculture représentent les agriculteurs. Les départements et les régions représentent l'intérêt général. Et si on choisit un arbitrage uniquement fait par les agriculteurs, je
je comprends que les régions, les responsables des régions et les responsables des départements qui, eux, sont élus pour gouverner dans l'intérêt général puissent tiquer un petit peu. Voilà. C'est ce qui se produit, ils tiquent un peu. Mais l'agri-photovoltaïsme n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la manière dont on l'organise sur les territoires en fonction des spécificités du territoire. Qui a la légitimité pour dire qu'un territoire comme la Normandie peut connaître un certain nombre d'accommodements avec le décret? Pour nous, ce sont ceux qui sont élus au suffrage universel pour gouverner les régions. Nous regrettons que du côté de Paris, ceux qui ont choisi d'édicter ce décret aient oublié un certain nombre de dispositions législatives, notamment la loi dont ce décret est prétendument une application, met en place des comités régionaux de l'énergie. Or, ces comités régionaux de l'énergie sont complètement absents du décret. C'est quand même problématique. Merci. Alors justement, on parle du Parlement, de la loi. On ne peut pas faire l'impasse sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui apporte son lot d'incertitudes et surtout qui stoppe net les travaux qui étaient en cours sur la question assez épineuse du partage de la valeur, alors d'autant qu'en fait on commence à observer certaines dérives. C'est ce dont vous m'avez fait part, Audrey Juillac. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces dérives liées au GUFA, les fonds que mettent en place certaines chambres d'agriculture pour redistribuer en fait de l'argent à des projets agricoles locaux, mais non agrivoltaïsme? Alors, pour un élément de contexte, effectivement, on travaillait avec une mission parlementaire sur le partage de la valeur. La dissolution étant passée par là, c'est plus compliqué. On verra à la rentrée ce qu'on pourra faire. Le partage de la valeur est un enjeu important d'acceptabilité, bien sûr, mais aussi de bancabilité des projets, je l'évoquais avant. Les GUFA, ce sont des groupements d'utilisation de financement agricole. C'est un outil qui n'est pas imposé par la loi du tout et qui a été proposé par certaines chambres. Et alors la FFPA fait partie du comité de pilotage du GUFA de Gironde, ici, justement pour flécher ces financements. Comment ça fonctionne ? C'est souvent l'argent de la compensation agricole. Alors là aussi, il y a un débat sur comment on fait de la compensation agricole sur des projets qui ne sont pas censés nuire à l'agriculture. Donc cet argent-là doit pouvoir être redistribué au monde agricole. Comment ? Par quel biais ? Le GUFA est une possibilité. C'est créer un compte qui est arbitré par... là, on décide, hein, mais en Gironde, en l'occurrence, la Chambre d'agriculture fait partie du comité de pilotage, mais on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Et ensuite, certains agriculteurs, par exemple, sur les territoires, pourraient proposer des projets non agrivoltaïques en disant, voilà, moi j'ai besoin de refaire ma bergerie, j'aurais besoin d'un peu d'argent de ce projet-là pour refaire ma bergerie. Et le comité de pilotage se réunit et décide si oui ou non on donne des fonds. C'est une question de partage de la valeur parce qu'on sait que l'agrivoltaïsme aujourd'hui va concerner 0,2% de la surface agricole utile française. C'est très très peu, on parle de maximum 100-120 000 hectares. Donc ça ne concernera pas tous les agriculteurs. Donc il y a des agriculteurs qui n'auront pas la chance d'avoir des panneaux dans leur champ. Donc c'est une solution pour qu'ils aient quand même de la valeur. Le problème de ces outils, le GUFA en particulier, c'est qu'ils sont parfois pilotés par des acteurs qui sont à la fois juges et parties, qui font partie des études préalables agricoles, qui sont donc dans le GUFA, qui sont parfois dans les CDPNAF qui aujourd'hui rendent un avis conforme, c'est-à-dire que si la CDPNAF dit le projet passe, le préfet doit signer. Si la CDPNAF dit ça ne passe pas, le préfet doit ne pas signer, c'est important, et éventuellement dans les suivis de ces projets. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner ? Je vais vous le dire très crûment, puisque c'est une discussion que j'ai eue avec le secrétaire général de la Chambre de la Nièvre, qui était d'accord avec moi pour dire que, vulgairement, si je fais un chèque suffisamment gros, le projet passera, peu importe qu'il soit pertinent agricolement ou pas. Et si je fais un chèque pas assez gros, le projet ne passera pas, peu importe s'il est pertinent ou pas. Ce chèque, c'est le développeur qui doit le faire. Et c'est un chèque qui doit faire tous les ans à ces organismes-là, donc ça coûte énormément dans le projet, et on ne sait pas aujourd'hui comment cet argent va être réellement distribué. C'est assez obscur. Donc c'est un outil qui peut être pertinent s'il est très bien contrôlé, mais qui peut aussi amener à des dérives. C'est le cas de la Nièvre. Lucas Robert Chevalier, peut-être une réaction à ces enjeux autour des GUFA. Autour du partage de la valeur en règle générale, il est clair qu'il faut qu'on réponde à un adage qui est assez commun dans certaines campagnes, qui est
il pleut toujours là où l'herbe est déjà mouillée, donc il vaut mieux que ceux qui sont autour puissent aussi en bénéficier. Nous, on est convaincus qu'il faut que le partage de valeur se fasse de manière majoritaire vers les exploitants agricoles, davantage que vers les propriétaires fonciers, qui est un enjeu. Mais il faut aussi que des agriculteurs qui sont impliqués dans la concertation, au même titre que les collectivités, puissent aussi bénéficier d'une certaine manière de retombées. Et comme vient de le dire Audrey Juliac, tout le monde n'aura pas sa centrale agrivoltaïque. Donc, 2 mots pour nous, pour répondre au GUFA. Il faut que ce soit transparent dans l'utilisation des sommes qui sont proposées. Et il faut que celles-ci restent évidemment limitées, sinon le financement sera impossible. Il n'y aura pas de projet. Et 2, il faut que ces sommes soient utilisées localement. On est d'accord, évidemment, pour contribuer dans un cadre légal, uniformisé au niveau national, mais avec une marge de manœuvre locale pour aller toucher là où ceux qui en auront besoin puissent du coup être partie prenante d'une certaine manière au projet. On arrive à la fin de ces échanges, autant imparti. Peut-être un dernier mot de conclusion sur les perspectives dans ce contexte politique assez incertain. On connaît les risques de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir et son positionnement vis-à-vis des énergies renouvelables intermittentes, qui est effectivement l'agrivoltaïsme. Une position moins claire finalement sur le moratoire photovoltaïque. Restez-vous quand même confiant pour l'avenir de l'agrivoltaïsme en France ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'en fait, la demande en électricité, l'électrification des usages vont pousser effectivement à recourir à toutes les formes de solaire, et en particulier celle de l'agrivoltaïsme, qui répond à un besoin des agriculteurs. Et on sait à quel point les agriculteurs aujourd'hui sont écoutés aussi du monde politique. La crise agricole qu'on a traversée ces derniers mois en est l'illustration. La preuve. Un mot ? Je pense que RN ou pas, il y a une PPE qui a été écrite d'ici 2030, et je pense qu'il faudra la mettre en œuvre. Et cette nouvelle filière, cette filière agrivoltaïque plus encadrée qu'elle ne l'était par le passé, même s'il s'en faisait déjà, sera le vecteur qui permettra de développer des grands projets d'infrastructures comme on en faisait avant. Un dernier mot, je change ma casquette, je passe de caisse des dépôts investisseurs à caisse des dépôts consignation. Un des éléments du décret dont on n'a pas parlé, c'est que comme ça s'est mis en œuvre sur l'éolien, il y a maintenant une obligation de provisionner le démantèlement de ces centrales, ce qui n'était pas le cas avant, au travers de consignations à la Caisse des dépôts, dont les décrets d'application viendront par la suite, et viendront aussi impacter économiquement à la marge. À la marge. Très bien. Un dernier mot peut-être, Audrey Juliac ? Oui, alors 2 choses, effectivement. Donc, l'agrivoltaïsme, c'est quand même le lien entre l'industrie et l'agriculture. Donc, sur l'industrie, sur la production d'énergie, bon, effectivement, il y a une PPE, et puis à moins qu'on éteigne tous nos téléphones dans la salle pour les prochaines années, on aura besoin d'électricité, donc il faut être réaliste. Hein. On parle d'un parti qui parle de choses concrètes, voilà une chose concrète. Et deuxième chose, c'est qu'on parle d'agriculture. Les agriculteurs aujourd'hui sont aussi des entrepreneurs, on est des chefs d'entreprise, avec tout ce que ça implique, avec l'URSSAF, avec notre comptable, avec tout ça. Donc on a besoin de résilience économique, et vous n'êtes pas sans le savoir, parce que vous nous avez vus dans les rues il y a quelques mois. On ne peut plus aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de cas, vivre uniquement de notre production agricole. On est nombreux à avoir un emploi à côté, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de mes collègues agriculteurs, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement de notre production agricole. Et s'il y a un moyen pour faire à la fois de l'énergie verte pour tout un chacun, et à la fois permettre aux agriculteurs qui vous nourrissent de manger à la fin du mois, je pense que où est le mal ? Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4. Merci pour ces échanges. Merci. Au revoir.